courage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Kim Wall. Nous sommes le jeudi 10 août 2017 à Restelehu, un quartier portuaire de Copenhague, la capitale danoise. Situé sur une presqu'île, Restelehu a abrité pendant un siècle le chantier naval. Et depuis sa fermeture en 1996, il a trouvé un second souffle en devenant l'un des lieux les plus en vogue de Copenhague. Avec ses anciens hangars reconvertis en bars et restaurants tendance, Restelehu attire la jeunesse urbaine branchée et surtout les artistes et créateurs de tout horizon. Il émane de ce quartier, au paysage post-apocalyptique et à l'ambiance huppée une énergie particulière. Et on comprend aisément pourquoi il a séduit Kim Wall, une jolie Suédoise de 30 ans, aux longs cheveux auburn. Kim est née le 23 mars 1987, à Trelleborg en Suède. Elle a mené de brillantes études de Paris-Sorbonne à la London School of Economics. Elle a finalement décroché une double maîtrise en journalisme et relations internationales à l'Université Columbia de New York. Journaliste indépendante depuis 4 ans, Kim a écrit de nombreux articles remarqués pour des journaux aussi prestigieux que le New York Times et le Guardian, mais également pour des magazines internationaux anticonformistes et impertinents tels que Vice ou Slate. Qualifiée de journaliste exceptionnelle par la BBC, Kim a malgré tout un profil atypique, comme en témoigne la présentation qu'elle fait d'elle-même sur son compte Twitter. J'ai étudié la politique étrangère et maintenant j'écris sur les hackers, les arnaqueurs, le vaudou, les vampires, les quartiers chinois, les bombes atomiques, le féminisme. Ayant vécu un temps à New York, Kim habite depuis quelques années à Restelehu avec son compagnon Ole Taube, un designer danois. Le couple a eu un coup de foudre pour le quartier le plus bouillonnant de Copenhague. Seulement, il a désormais des envies d'ailleurs. Kim s'intéresse depuis longtemps à la Chine, sur laquelle elle a écrit plusieurs papiers, et avec Ole, elle a décidé de s'installer à Pékin, la capitale d'un pays capable de satisfaire sa curiosité, ainsi que sa soif de rencontre. Le déménagement étant programmé pour le 16 août 2017, le couple a organisé un barbecue 6 jours plus tôt pour fêter son départ. Le jeudi 10 août 2017, dans l'après-midi, Kim et Ole sont en train de préparer la fête à laquelle sont conviés leurs proches, prévue le soir, quand la journaliste suédoise reçoit un SMS inattendu. Son expéditeur s'appelle Peter Madsen, un entrepreneur danois de 46 ans. Dans le message texto, Madsen l'invite à boire un thé dans le hangar qui lui sert d'atelier, à 2 pas de chez elle. Ingénieur autodidacte, Madsen est connu pour être un fabricant de machines extrêmes. En effet, il a déjà construit avec l'aide d'une équipe de bénévoles passionnés 3 sous-marins de poche, notamment l'UC-3 Nautilus en 2008. Mesurant 18 mètres pour un poids de 40 tonnes, le Nautilus est le plus grand submersible privé au monde. Bien que fabriqué avec du matériau de récupération, l'engin est parfaitement opérationnel. Il peut accueillir 4 personnes en plongée et descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur. Avec le lancement de l'UC-3 Nautilus, la renommée de Madsen dépasse les frontières du Danemark et l'ambition de ce bricoleur génial devient sans limite. Depuis son enfance, Madsen est fasciné par les grandes profondeurs, mais également par l'espace. Il rêve d'être le premier homme à voler dans une fusée artisanale. Et Rocket Madsen, Madsen la fusée, comme il se surnomme, se donne les moyens de relever son pari fou. En 2008, il fonde une entreprise d'exploration spatiale amateur nommée Copenhagen Subertinal avec Christian Vogh Berntsen, un ex-ingénieur de la NASA. L'association des 2 talents permet l'envoi de plusieurs prototypes, de fusées jusqu'à 8 km d'altitude dans la stratosphère. Mais en 2014, Madsen se brouille avec Vond et crée son propre laboratoire, le Rocket Madsen Space Lab. À Copenhague, l'inventeur-explorateur, qui vit littéralement dans son atelier, est une vraie curiosité. Sa vie a même fait l'objet d'une biographie officielle, Rocket Madsen, écrite en 2014 par le journaliste danois Thomas Djursing.
Femme reporter engagée dans les causes humanitaires et environnementales, Kim est avant tout fascinée par les gens insolites et depuis des mois elle tente sans succès d'interviewer Peter Madsen, un personnage haut en couleur. Quand elle reçoit son invitation à boire un thé le 10 août après-midi, Kim saute sur l'occasion. Elle se rend immédiatement à son laboratoire dans un entrepôt. Une demi-heure plus tard, Kim revient et annonce à Hall, son compagnon, que Madsen veut l'emmener le soir même faire une balade à bord de son sous-marin. Kim ne cache pas son excitation, car l'UC-3 Nautilus est le lieu idéal pour dresser le portrait du savant excentrique. Kim va louper le début de la fête, mais elle tient absolument à réaliser cette interview qui doit durer 2 heures. Elle propose à Hall de participer à l'excursion en mer avec eux. Ce dernier est sur le point d'accepter quand leur premier invité arrive à leur domicile. Hall se contente donc d'accompagner Kim jusqu'au quai où est amarré le Nautilus. Ce soir-là, Rêve chez les U, en particulièrement fréquenté car le Haven Festival, un gros festival de rock, doit démarrer dans le quartier le lendemain, le vendredi 11 août 2017, les équipes techniques sont en train de terminer d'installer les scènes. À 19h, Kim embarque avec Peter Madsen à bord de l'UC-3 Nautilus. Hall, qui doit revenir chercher sa compagne au même endroit à 22h, les prend en photo au sommet du kiosque du sous-marin. De taille moyenne, Madsen a les cheveux blonds coupés en brosse et les traits burinés. Il est vêtu d'une combinaison gris, camouflage et porte de grosses chaussures noires. Sur le cliché, il paraît concentré sur sa manœuvre, le visage tourné vers les flots. Kim affiche quant à elle un grand sourire sur la photo. Elle arbore un pull polaire orange et a noué ses cheveux auburn. Hall observe un moment le submersible s'éloigner sur les eaux calmes du port de Copenhague et rejoint le barbecue où l'attendent ses invités. À 20h30, un plaisancier croise près de Copenhague l'UC-3 Nautilus, qui navigue en surface. Il échange quelques mots avec Peter et Kim, tout paraît normal, et poursuit sa route. Quelques minutes plus tard, le sous-marin plonge dans les eaux du détroit, entre le Danemark et la Suède. À 22h, Hall quitte la fête de départ qui s'est prolongée dans un bar local et retourne au quai de Rêve chez les U, afin de récupérer Kim, comme convenu. Seulement, l'UC-3 Nautilus n'est pas revenu au port. Le designer danois patiente un instant sur le quai. Il est légèrement tracassé parce que le lendemain matin, lui et Kim doivent se lever aux aurores pour assister à un mariage. Hall tente vainement d'appeler sa compagne sur son smartphone. Elle ne répond pas et c'est logique, vu qu'elle est à l'intérieur d'un sous-marin en plongée. Au bout d'un moment, Hall se résout à rentrer au domicile du couple. Mais, incapable de trouver le sommeil, il revient sillonner le port en vélo, à la recherche de Kim. À 2h30 du matin, le vendredi 11 août 2017, Hall est toujours sans nouvelles de Kim. Un si long silence ne lui ressemble pas. Mort d'inquiétude, il compose le 114, le numéro de la police au Danemark, et signale sa disparition. Le centre de coordination de sauvetage est également informé que l'UC-3 Nautilus n'est pas rentré au port comme prévu. À 2h51 du matin, Radio Lenby, le service de radio côtière danois, tente d'appeler le Nautilus via la fréquence VHF d'urgence. Il n'obtient aucune réponse de sa part. Sachant que le sous-marin n'est équipé d'aucun système de géolocalisation par satellite, les secours sont incapables de déterminer sa position. Le submersible a bel et bien disparu en mer avec ses occupants. Le centre de coordination de sauvetage envisage qu'il ait eu un accident, à moins qu'il ne soit confronté à une simple panne de radio. À 7h11 du matin, les autorités diffusent un avis de recherche générale concernant l'UC-3 Nautilus, dans le détroit et l'est de la mer Baltique. À 10h14, le vendredi 10 août 2017, le Nautilus est enfin repéré depuis le phare de Dronjen, dans la baie de Køge, à 15 km au sud de Copenhague. Un bateau de pêche le croise aussi, non loin du pont de Lorentzen, le plus long du monde, qui relie Copenhague à Malmö en Suède. Peter Madsen est vu seul sur le Nautilus, qui flotte en surface, légèrement incliné. Apparemment, le sous-marin connaît des problèmes techniques.
À 11 heures, Madsen abandonne le Nautilus qui commence à couler. Madsen se jette à l'eau et nage vers un canot à moteur à proximité, sur lequel il se réfugie. Le Nautilus a quant à lui disparu dans les profondeurs. Les secours ramènent Madsen à terre sain et sauf. À 11h30, Madsen débarque au port de Drangor, où il est accueilli par les médias, informé de son naufrage. Tout juste sorti d'affaires, l'entrepreneur-inventeur impressionne par son calme. Face aux journalistes, il lève le pouce en l'air et assure qu'il va bien. Il est juste un peu triste que le Nautilus ait sombré. Madsen explique succinctement qu'il a rencontré un problème de ballast, c'est-à-dire le réservoir que l'on remplit plus ou moins d'eau de manière à alourdir ou à alléger le sous-marin. Comme il déclara, j'ai essayé de le réparer, mais le Nautilus a coulé en 30 secondes. Je ne pouvais même pas fermer les portes, précise-t-il. Madsen est ensuite conduit au commissariat de police, dans le but de clarifier le contexte de l'accident. Hall, le compagnon de Kim, est aussi entendu par les forces de l'ordre. Face aux policiers, Madsen déclare qu'il était seul à bord du Nautilus, quand il a sombré. Lorsqu'on l'interroge au sujet de Kim, il répond l'avoir déposé vers 22h30 à la pointe de l'île de Rechtelehu, devant le restaurant Alvandet, tout près de l'endroit où il s'était donné rendez-vous. Cette information est tout de suite contestée par Hall, qui était présent sur place. En outre, les équipes techniques en train de préparer le Haven Festival ne se souviennent pas avoir vu le Nautilus revenir à quai dans la soirée. Peu convaincu par la version des faits apportée par Madsen, la police de Copenhague décide de le placer en garde à vue. Le vendredi après-midi, des plongeurs de la marine danoise explorent la zone où a coulé le Nautilus, proche du phare de Drogden. Ils réussissent à localiser l'épave, mais échouent à pénétrer à l'intérieur. Pendant ce temps, les autorités danoises et suédoises déploient des moyens conséquents pour retrouver Kim. De nombreux navires, avions et hélicoptères passent la zone du naufrage au peigne fin. Seulement, la jeune femme demeure introuvable, tout comme son téléphone portable ainsi que celui de Madsen. Les enquêteurs soupçonnent de plus en plus ce dernier d'avoir joué un rôle dans sa disparition. Ils se demandent même s'il n'a pas lui-même sabordé son sous-marin. Aucun corps n'est trouvé à bord de l'épave du Nautilus, mais la police scientifique danoise détecte des traces de sang. Dès lors, on s'interroge, et si le sous-marin avait été le théâtre d'un crime violent? Le lendemain, le samedi 12 août 2017, un rebondissement survient dans l'affaire. Peter Madsen change de version. Il reconnaît ne pas avoir déposé Kim sur le quai, comme il l'a affirmé la veille. En réalité, la journaliste suédoise serait morte accidentellement à bord du sous-marin. En proie à la panique, Madsen aurait jeté son corps à la mer. L'inventeur est officiellement inculpé d'homicide involontaire par négligence. Le dimanche 13 août 2017, la marine danoise parvient à renflouer le Nautilus. L'épave est ensuite ramenée à terre, au nord de Copenhague. Une semaine passe. Tandis que Madsen campe sur sa position, Kim a perdu la vie dans un accident. Une découverte macabre va faire voler en éclats son récit. Le 21 août 2017, un cycliste qui se balade sur une côte sauvage de l'île Amager, près du lieu du naufrage du Nautilus, trouve un torse féminin sur le rivage. Le promeneur prévient la police qui récupère le tronc humain et le transmet à un laboratoire génétique à des fins d'analyse. Le 23 août 2017, la police de Copenhague déclare qu'après examen ADN, le torse ramené par la marée 2 jours plus tôt est bien celui de Kim Wall. Le pire est donc arrivé. Il revient au médecin légiste de l'Institut médico-légal de Copenhague de déterminer la cause de la mort de la journaliste. Le 25 août 2017, le parquet danois annonce que les poursuites judiciaires engagées à l'encontre de Peter Madsen pour homicide involontaire vont être requalifiées en meurtre. Lors d'un nouvel interrogatoire, Madsen nie en bloc toutes ces accusations. Le 5 septembre 2017, Madsen consent à apporter des précisions sur les circonstances de l'accident qui aurait été fatal à Kim. D'après lui, elle serait décédée dans le Nautilus après avoir reçu sur la tête un panneau d'écoutille pesant 70 kg. Pris de panique, Madsen aurait enterré en mer la jeune femme.
Début octobre 2017, le résultat de l'autopsie de Kim est enfin rendu public et il est fait l'effet d'une bombe. Si l'étude du tronc de la journaliste dégradée par un long séjour dans l'eau n'a permis d'établir la cause de sa mort, les autorités judiciaires révèlent un détail particulièrement horrible. La journaliste suédoise a été poignardée à 14 reprises dans la région des organes génitaux. Cette révélation invalide complètement les déclarations de Madsen et confirme son statut de suspect numéro 1 aux yeux des enquêteurs. Compte tenu de l'état du corps, les experts de l'Institut médico-légal de Copenhague n'ont pas réussi à définir la cause du décès. Néanmoins, ils ont noté que les voies respiratoires ont pu être totalement ou partiellement coupées. Cette constatation permet d'émettre 3 hypothèses: la noyade, l'étranglement ou l'égorgement. Le 6 octobre 2017, Ben, un chien policier suédois au flair exceptionnel, retrouve en mer des sacs plastiques. Ces restes humains seront formellement identifiés comme appartenant à Kim Wall grâce à son dossier dentaire. Le même jour, la police danoise entend réexaminer le cas Kazuko Tayonaga, une touriste japonaise de 22 ans, assassinée à Copenhague en 1986. Hasard ou coïncidence, son corps mutilé avait été repêché dans le port. L'affaire était restée non élucidée. Le 30 octobre 2017, Peter Madsen reconnaît avoir découpé le corps de la journaliste, mais dément toujours l'accusation de meurtre. Au mois de novembre 2017, le pulse sinistre continue de s'assembler. Le 22 novembre, des plongeurs trouvent le bras gauche de Kim dans la mer, au sud de la capitale danoise. Le 29 novembre, c'est son bras droit qui est repêché, ainsi qu'une scie à bois, dont on aurait pu se servir pour malheureusement découper la dépouille de Kim. En janvier 2018, Madsen fait face à des accusations de meurtre, démembrement et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Fait aggravant, les procureurs chargés du dossier affirment que Kim Wall a certainement été attaché et aurait subi des violences sexuelles avant d'être tué. Le 8 mars 2018, le procès de Peter Madsen s'ouvre au tribunal de Copenhague. Au début, l'accusé nie avoir tué la journaliste. Il continue, envers et contre tous, de soutenir la thèse de l'accident. Kim serait morte la tête frappée par le panneau d'écoutille. Sauf qu'un léger problème se pose. Les examens post-mortem réalisés sur le crâne de la jeune femme n'ont révélé aucun traumatisme. Confronté à ces contradictions, Madsen change d'histoire. Il reconnaît avoir démembré le cadavre de Kim, mais nie toujours l'avoir assassinée. Il théorise que la jeune femme aurait perdu la vie après avoir inhalé des gaz toxiques à l'intérieur du sous-marin, pendant que lui était sur le pont. Mais une fois encore, le rapport d'autopsie contredit cette version des faits. Les analyses réalisées sur les poumons de la journaliste ne montrent aucun signe de gaz dans les tissus. Elle n'est donc pas décédée des suites d'une intoxication pulmonaire, au monoxyde de carbone par exemple. Pour tenter de s'en sortir, Madsen multiplie les scénarios de l'accident. Il évoque une soudaine dépressurisation du Nautilus. Piégé à l'intérieur du submersible, Kim aurait péri d'asphyxie. Ou encore un accident maladroit stupide. Il aurait fait tomber sans faire exprès l'écoutille de 70 kilos sur le crâne de sa passagère. Seulement rien n'y fait, plus personne ne le croit au tribunal. En effet, l'enquête menée par la police de Copenhague a livré des informations accablantes sur le savant fou. Il semblerait que cette expression soit à prendre au pied de la lettre, car, durant leur investigation, les policiers ont trouvé dans l'atelier de Madsen un disque dur sur lequel sont stockées une quarantaine de vidéos montrant des scènes de torture. Et fait des recherches bizarres sur Google notamment, comment effacer toutes les photos de son iPhone, ou avec les mots-clés agonie et femme. Sommé de s'expliquer durant l'audience, Madsen a réponse à tout. Le disque dur trouvé dans son atelier n'est pas à lui. Il appartient sûrement à un stagiaire vu que beaucoup de monde a accès à son hangar.
Mais les dénégations de l'accusé paraissent inutiles. Au fur et à mesure du procès, le faisceau d'indices contre lui grossit inexorablement. Plusieurs dizaines de témoins et d'experts se succèdent à la barre. Les psychiatres décrivent Madsen comme un pervers polymorphe et sexuellement déviant, présentant des traits psychopathiques. À la fin du procès, l'accusation soutient la thèse selon laquelle Madsen a tué Kim Wall pour assouvir des fantasmes sexuels. La défense de Madsen s'avère pathétique. L'accusé campe sur sa position et nie les actes de torture. Pour expliquer les multiples blessures infligées à Kim, il dit avoir percé son corps afin d'éviter l'accumulation de gaz et mieux le faire couler. Il n'y a rien d'érotique dans ces coups, croit-il bon de préciser. Le plus grave, c'est que Madsen aurait tout prémédité. Lors de sa sortie en mer du 10 août 2017, il avait amené des outils n'ayant normalement rien à faire à bord d'un sous-marin, notamment une scie à bois, un couteau, un tournevis aiguisé et des sangles de valise, dont les motifs correspondent aux marques relevées sur les bras de la victime. Le 25 avril 2018, la Cour rend son verdict. Déclaré coupable des 3 chefs d'accusation, Peter Madsen est logiquement condamné à la prison à vie. Malgré le dossier accablant, le Danois continue de lutter contre l'évidence. Il conteste la décision du tribunal et fait appel devant la Haute Cour de Copenhague, qui confirmera sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le 26 septembre 2018. Pendant l'été 2018, Madsen est admis à l'hôpital après avoir été agressé par un autre détenu en prison. À la fin de la même année, la police de Copenhague détruit l'UC-3 Nautilus, sur décision de la justice danoise. Pour terminer cette histoire d'une noirceur extrême par une lueur d'espoir, il faut mentionner que la famille et les amis de Kim ont créé le fonds commémoratif Kim Wall, dont l'objectif est de soutenir financièrement les femmes journalistes qui réalisent partout dans le monde des reportages portant l'héritage de Kim. En guise de conclusion, citons les paroles prononcées par Ingrid et Joachim Wall, les parents de la disparue. Nous ne pourrons jamais ramener Kim, mais nous pouvons nous assurer que son esprit et sa volonté perdurent et inspirent d'autres jeunes journalistes. Plus que jamais, nous avons besoin de femmes reporters courageuses, qui donnent la parole à des personnes qui ne font normalement jamais la une des journaux. C'est la fin de cette horrible histoire. J'espère de tout mon cœur que Kim repose en paix et que cet individu pourrisse en prison. Je souhaite énormément de courage encore à sa famille et moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.